Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. C'est le premier book haul post-déménagement. Je suis bien installée dans l'appartement. J'ai pu acheter des livres. J'en ai reçu pas mal aussi depuis le changement d'adresse. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer tout ça. Je crois que j'ai à peu près 35 livres à vous montrer. Comme d'habitude, je les répartis dans différentes catégories. Donc on va avoir la catégorie service de presse, les livres qui me sont envoyés par des maisons d'édition. On a la catégorie achat, où là c'est les achats de livres classiques que je fais moi-même. Et ensuite on a les éditions collector. Donc les éditions collector que je reçois dans les box auxquelles je suis abonnée. Et on va commencer par les achats. D'habitude, c'est pas forcément la catégorie dans laquelle j'ai le plus de livres, puisque comme je reçois déjà beaucoup de services presse et que j'achète pas mal d'éditions collector, j'essaye de pas trop faire d'achats, mais là j'avoue que j'ai pas mal craqué quand même. En termes d'achat, j'ai 12 livres à vous présenter. En premier, j'avais fait une vidéo dédiée sur Instagram et sur TikTok, c'est Les Fruits du Démon, l'encyclopédie de Kamal Ekita, donc du Mont Corvo, qui ont travaillé aussi en collaboration avec deux autres personnes pour créer cet ouvrage. On a Alexandre qui a travaillé sur le texte et Antoine sur les illustrations, et franchement elle est sublime. J'ai déjà commencé à la lire, j'ai lu je pense une quinzaine de pages, il y a beaucoup de pages, hein. C'est plus de 300 pages et comme le titre l'indique, c'est sur les fruits du démon dans One Piece, mais c'est pas juste une encyclopédie classique, c'est-à-dire c'est pas un dictionnaire des fruits du démon, alors forcément ça l'est quand même un petit peu, mais c'est hyper bien écrit, il y a une histoire, un fil conducteur qui est rajouté pour qu'on ait une cohérence. En fait on a vraiment chaque fruit du démon qui est raconté à travers la perspective de quelqu'un qui a fait face à ce fruit du démon en action, et je trouve que ça rend super bien, c'est très bien écrit, c'est hyper cool comme objet de l'or pour en apprendre plus sur l'univers de One Piece et toutes les richesses qu'il contient. Donc franchement j'aime trop, c'est vraiment un très bel objet livre. Moi je l'ai pris lors de la campagne de financement sur Ulule, donc je l'ai payé 39 € et franchement c'est le prix classique, si ce n'est même un petit peu moins cher que les autres livres de l'or que j'ai dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup la mise en page, l'organisation et puis même le livre en lui-même, je le trouve très beau. Il sera disponible à l'achat en librairie sur les plateformes aussi comme Amazon et Fnac. Il est déjà disponible à la précommande, je pense. Je crois qu'il est à 45 € pour ceux qui l'avaient pas précommandé sur Ulule, mais franchement ça les vaut. Moi les autres livres de l'or que j'ai autour de La Terre du Milieu ou alors du Sorceleur, c'est des livres qui sont autour de 45 jusqu'à 60 € et voilà, je suis trop contente de mon achat. Ensuite on passe aux livres que j'ai achetés quand j'étais aux États-Unis. J'en ai acheté pas mal quand même, j'en avais pris 5. Il y a déjà Kuma qui est venu avec moi, vraiment ces chats ils aiment trop être dans le fond de mes vidéos YouTube, j'adore. En premier j'ai pris The Book of Lost Hours de Hailey Gelfuso. Celui-ci c'est sur une jeune fille qui, quand elle avait 11 ans, elle se retrouve enfermée dans un espace de temps assez bizarre qui est une sorte de bibliothèque qui contient des livres de souvenirs, et je crois qu'elle va faire face à des agents qui essayent d'effacer ces livres-là pour réécrire leur version de l'histoire, et voilà, elle va essayer de préserver un maximum l'histoire en question. Et en parallèle ça se passe aussi en 1965 avec Amelia Duquesne qui a 16 ans et qui est en train de faire le deuil de la disparition de son oncle, sauf qu'il y a un agent de la CIA qui va venir parce qu'il va essayer de trouver un des livres dont son oncle était à la recherche, et bref, Amelia elle va découvrir des choses sur son passé, mais voilà, ça a l'air très très cool. Ensuite, en thriller, j'ai pris All the Dangerous Things de Stacey Willingham. C'est l'autrice de A Flicker in the Dark qui me faisait très envie aussi, et vraiment celui-ci je l'ai acheté pour le résumé, puisqu'on y suit une maman qui s'appelle Isabelle Drake, et il y a un an sa vie a complètement changé lorsque son bébé a disparu. Il a été enlevé chez eux la nuit, depuis elle ne dort plus, elle ne pense qu'au fait de retrouver son enfant, et pour ça en désespoir de cause elle va décider de travailler avec un expert en true crime, sauf que il va lui poser de plus en plus de questions sur son passé, et elle va se rendre compte que elle-même elle occulte des choses, et que peut-être que le secret de la disparition de son fils se cache dans ce qu'elle se cache en fait à elle-même. Donc on a un truc un petit peu, je pense, de narratrice à laquelle on peut pas se fier. Après j'ai acheté Yesteryear que j'ai déjà lu de Caro Claire Burke, qui est un livre sur une influenceuse tradwife américaine. Les tradwives ce sont des femmes qui mettent en avant la manière de vivre plus ancienne des femmes, c'est-à-dire où tu t'occupes des enfants, tu ne travailles pas, tu es soumise à ton mari, et voilà, tu abandonnes tous les privilèges du féminisme en fait globalement. Donc cette femme-là fait un petit peu la promotion de ça sur les réseaux sociaux, en taisant le fait par exemple qu'elle est aidée complètement au quotidien par de nannies, qu'elle filme ses enfants sans leur consentement, que sa vie maritale ça se passe pas du tout aussi bien que ce qu'elle met en avant sur les réseaux sociaux, et elle va se retrouver envoyée des années dans le passé à une époque où elle n'a pas tous les privilèges qu'elle a et qu'elle dénigre au quotidien. C'est vraiment hyper intéressant. On a aussi tout un aspect où on vient un petit peu nous parler du passé et de la vie qu'on n'aperçoit pas forcément de cette femme, et qui
pas légitime entre guillemets ses comportements, parce qu'il n'y a rien qui peut légitimer la manière dont elle se comporte, mais qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce qui l'a poussée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et voilà, j'ai bien aimé, c'est un livre qui divise beaucoup, mais moi ça m'a plu. Ensuite, ça c'est ma lecture en cours, A Stage Set for Villains de Shannon J. Spain. Celui-ci, ça se passe dans un monde où, en gros, à l'époque, il y avait des dieux de la mythologie grecque, y compris Dionysos, et à sa mort, il y a des gens qui se sont appropriés une partie de ses pouvoirs, qui sont les players, donc les joueurs. Et depuis, il y a une sorte de guerre entre eux et les humains qui avait été mise en pause par un traité qui arrive à sa fin. Aujourd'hui, les humains n'ont plus que des marques pour se protéger de ces joueurs-ci, et avec l'approche de la fin du traité, les humains ne savent plus vraiment quoi faire. Donc notre personnage principal, elle a été maudite par une joueuse, et elle va décider de participer à une compétition mise en place par les joueurs pour essayer de se sauver en fait, et aussi de mettre fin à la guerre si elle le peut. C'est vachement bien et scénarisé à la manière d'une pièce de théâtre avec à chaque fois acte 1, scène 1, et c'est très original, j'aime bien. Et le côté fantasy, la manière dont se passe la compétition et le world building, je trouve que c'est assez cool dans une fantasy young adulte. Je suis désolée, il y a pas mal de bruit dehors, j'espère que ça s'entend pas trop. J'ai aussi, là je vous fais le book haul, mais je suis en attente de tous les tomes de Hunter x Hunter que je dois lire pour être complètement à jour. J'ai terminé l'anime il y a quelques jours, et du coup j'ai commandé du tome, je crois que c'est 32 jusqu'au 38, 39, donc ça sera dans le prochain book haul, mais j'ai trop hâte. Et le dernier livre que j'ai acheté aux États-Unis, c'est The Sunlit Man de Brandon Sanderson, qui est une des nouvelles du Cosmere, et j'ai trop hâte de la lire, j'ai trop hâte d'avancer dans l'univers du Cosmere. Ça, c'est l'histoire d'un homme en fuite qui s'enfuit de planète en planète jusqu'au jour où il va se retrouver, je crois, coincé sur une planète, et c'est une planète un peu bizarre puisque je crois que tu ne peux pas t'arrêter de courir. En mode, si tu t'arrêtes de courir, tu meurs. Voilà. Incinéré par le soleil, je crois, un bail comme ça. J'ai pas trop relu le résumé parce que j'ai envie d'y aller un petit peu à l'aveugle, mais je trouve que ça a l'air hyper original. Trop bien. Et j'ai vraiment envie d'être plus à jour dans la bibliographie de Brandon Sanderson que là où j'en suis actuellement. Et on passe à mes achats en librairie. Et je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai une librairie maintenant dans le village dans lequel je suis où je peux précommander des livres. Et bah, c'est trop cool parce qu'avant, j'étais vraiment à un endroit où j'avais le choix en fait entre la Fnac et Amazon. C'est tout. J'avais aucune autre librairie à proximité pour moi qui n'était pas motorisée. Et là, vraiment, je peux soutenir mes petites librairies indépendantes. Donc, je suis ravie et j'en ai profité pour acheter pas mal de choses. Déjà, j'ai acheté les 3 tomes qui me manquaient dans ma collection d'Irayasumi. Alors j'ai aussi le tome 7, mais je l'ai laissé dans la bibliothèque. J'ai un peu la flemme de me lever, donc c'est pas grave, vous verrez le tome 8 et 9, mais j'ai aussi pris le tome 7 que j'ai déjà lu, et ensuite je serai à jour. Le tome 10 sort en août, si je ne dis pas de bêtises, mais Irayasumi, je vous l'ai dit, c'est ma saga coup de cœur. J'adore. On y suit le personnage d'Hiroto qui a quasiment 30 ans et qui s'était lié d'amitié avec une vieille dame qui malheureusement va décéder. Elle va lui léguer sa maison, il va y emménager avec sa jeune cousine, et on va suivre un petit peu leurs aventures, leurs questionnements, la manière dont ils vont construire leur vie, leur remise en question. C'est vraiment une série de mangas qui est pleine de douceur, et voilà, je pense que c'est ma série de mangas préférée de tous les temps avec One Piece. Je peux la relire à l'infini, j'aimerais la relire à l'infini, et j'ai envie que ça ne s'arrête jamais, vraiment. Toujours en manga, j'ai acheté le tome 4 de luxe, enfin l'édition de luxe numéro 4 de Kingdom de Yasuhisa Hara. Alors je suis un peu deg parce qu'ils n'avaient pas l'édition numéro 3, parce qu'en fait moi j'en suis au tome 6, il me reste le tome 6 à lire, là c'est le tome 7 et 8, donc ce que je vais faire c'est que je vais emprunter à la médiathèque le tome 6, et ensuite je pourrais lire celui-ci, c'est des tomes condensés, donc il y a 2 tomes en un, et surtout en fait ce que j'aime avec ces éditions de luxe, c'est déjà je les trouve jolies, mais surtout le format est un petit peu plus grand que le format classique, ce qui fait que sur des belles planches, je trouve que c'est plus agréable. Les éditions Berserk par exemple qui sont immenses, je les aime trop parce que je trouve que ça permet vraiment d'apprécier encore plus le trait de l'auteur, et donc voilà, je trouve ça, et puis je trouve ça plus pratique aussi d'avoir 2 tomes en un, ne serait-ce que pour le rangement dans la bibliothèque, et je les trouve vraiment très belles, très épurées, donc j'ai trop hâte d'avancer dans Kingdom maintenant que je suis presque à la fin de Vinland Saga. Ensuite en mythologie grecque, j'ai acheté Hera de Jennifer Saint. J'aime beaucoup les réécritures de mythologie grecque de Jennifer Saint, et j'avais très envie d'en apprendre plus sur Hera parce que c'est pas forcément une femme dont je connais très bien l'histoire. Je connais toujours son portrait assez malveillant qui est mis en avant justement dans les réécritures de mythologie grecque où on la voit comme une femme très jalouse, très en colère, et là ça permet de lui donner un petit peu voix au chapitre, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous raconter. Voilà, en plus l'édition je la trouve très jolie. Et enfin j'ai acheté 2 poches, ces 2-là que j'ai aussi déjà lus, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture. En premier on a Strange Pictures de Uketu qui avait été conseillé pareil par Kamal de la chaîne du Mont Corvo. Alors il avait conseillé le tome 2 qu'il faut que je lise, moi j'ai commencé par le tome 1, même si je pense que vous pouvez les lire complètement indépendamment, et franchement c'est un livre que je recommande à 100% pour ceux qui souhaitent se lancer dans le thriller slash horreur. Par contre si vous avez beaucoup
d'expérience et que vous aimez vraiment les livres qui vous retournent le cerveau à fond, c'est pas forcément là où j'irais, parce que j'ai trouvé que c'était de un assez prévisible, et quand ça ne l'était pas, je trouvais que c'était parce que le plot twist était trop gros pour être vraiment réaliste et pour pouvoir se tenir entre guillemets. Mais c'est un livre qui a super bien marché, c'est l'écrivain le plus vendu au Japon, donc ça reste assez subjectif. Par contre, j'ai beaucoup aimé le format mix media, où en fait à chaque fois qu'on a une partie de l'enquête qui est exposée, on va avoir les preuves entre guillemets visuelles mises en page pour qu'on puisse vraiment se représenter les indices dont disposent les personnages. Pour ce qui est du résumé, je peux juste vous dire que c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent, que ce soit des passionnés de crimes irrésolus avec une histoire de meurtre, avec une histoire de famille. Voilà, il se passe plein de choses et les histoires s'entremêlent de manière assez différente. Mais je vous recommande, si jamais vous lisez pas forcément ce genre de choses fréquemment, par contre si vous êtes féru de thriller et d'horreur, pas forcément le livre qui pour moi vous stimulera le plus. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Le cycle des robots de Isaac Asimov, qui est le premier Isaac Asimov que je lis, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un livre qui fait réfléchir. En termes de narration, c'est pas forcément le livre qui m'a le plus parlé, c'est-à-dire que j'ai bien aimé les propos tenus par le récit et les réflexions que ça a amené chez moi, mais quand je le lisais, j'étais pas en mode waouh, page turner de dingue, je suis à fond dedans. Par contre, j'aimais le chemin de pensée vers lequel ça m'amenait, que ce soit sur la nature humaine, sur les potentielles évolutions des robots grâce à l'intelligence artificielle, les prises de position et les prises de décision de l'intelligence artificielle, surtout quand on voit par exemple OpenAI là, qui durant des tests a été capable de prendre des décisions pour s'échapper du système, tricher et revenir alors qu'elle n'était pas du tout programmée pour faire ça. Là, ça pose des questions là-dedans de est-ce que si on programme des robots pour servir les humains, si en gros ils sont plus à même de servir les humains en prenant le contrôle de la population, est-ce que ça vaut le coup si au final c'est pour que les humains soient plus safe? Enfin, il y a plein de questions comme ça qui sont amenées aussi sur l'égoïsme des humains, la conscience, enfin bref, c'est un livre qui fait vraiment réfléchir et j'ai envie de continuer quand même bien la saga. On passe aux éditions collector, j'en ai 4 à vous montrer. On commence avec Fairyloot parce que j'en ai qu'une seule de cette box là, puisque je me suis désabonnée de quasiment tout en fait chez Fairyloot, parce que je suis vraiment pas fan de leur choix, et de plus en plus leur choix semble être des prises de position politiques, c'est-à-dire que c'est loin d'être la première fois qu'ils choisissent de sélectionner dans leur box des auteurs extrêmement problématiques et qui sont anti-avortement, anti-LGBT, extrême droite, racistes, qui ont tenu des propos infâmes. Donc je vais me désabonner tout simplement parce que flemme en fait de financer, parce que même si je skip dès que c'est des box avec des auteurs problématiques, il n'empêche que Fairyloot fait le choix de financer ces auteurs-là en connaissance de cause, et ça pour moi c'est absolument pas normal. Donc voilà, je pense que ça va être les dernières box Fairyloot que je reçois, et là c'était dans la box adulte The Unicorn Hunter de Catherine Arden. Catherine Arden que j'aime beaucoup, l'autrice de The Bear and the Nightingale, et voilà, là on a une édition comme ça qui fait très tapisserie dans sa mise en page, et à l'arrière on a une citation qui nous dit « She vowed her kingdom would never fall, this vow may cost her everything ». Donc en gros, elle a souhaité que son royaume ne tombe jamais, son souhait pourrait tout lui coûter. Le jaspage est très beau aussi. On a des NPages qui font pareil aussi, vraiment très tapisserie. J'aime beaucoup le style et le hardback est vraiment très joli. J'aime beaucoup, c'est vraiment une belle édition je trouve. Et le hardback, je crois que c'est la couverture de base. Voilà ce que ça donne. Et vous savez, comme d'habitude sur les cartes Fairyloot, on a un résumé de juste une phrase qui dit que quand le destin de son peuple et son trône pèsent dans la balance, une duchesse orpheline doit se lancer dans un voyage périlleux dans un royaume de mythes et de légendes pour découvrir un pouvoir caché qui pourrait la détruire ou la sauver. Voilà, ça a l'air trop bien, c'est vraiment des lectures qui sont très atmosphériques. J'aime beaucoup la manière dont j'arrive à m'immerger complètement dans les univers de Catherine Arden, donc celui-ci m'intrigue beaucoup. Ensuite, dans la box Broken Binding, c'est SFFF celle-ci, je crois, c'est la box en tout cas avec les nouvelles parutions, donc chaque mois une nouvelle parution, pas forcément chaque mois parce que j'aime beaucoup de Broken Binding, mais ils sont pas connus pour leur régularité on va dire, dans le sens où ils privilégient la qualité à la quantité, donc ça c'est bien, mais c'est vrai que sur toute ma durée d'abonnement il y a eu beaucoup de retard, ou alors de mois où on n'a pas eu de livre parce qu'il y a eu des soucis et tout. C'est une plus petite équipe donc c'est normal et je vais quand même rester abonnée, mais il faut quand même le souligner. Par contre la qualité est toujours dingue. Là c'est The Art of the Naga de Lee Young-do, traduit par Anton Ur. J'aime beaucoup le fait qu'on mette bien en avant le traducteur. Et voilà pour ce qui est de l'édition. Je la trouve très jolie. J'aimais aussi beaucoup la couverture de base, mais je trouve que même quand je préfère la couverture de base, ils font toujours un vrai effort. Il y a une vraie proposition artistique sur les livres publiés par The Broken Binding, où on a toujours un choix, une proposition de couverture qui est différente. On va pas juste modifier 2-3 détails et dire bon voilà, vous avez une couverture originale. Non, on va vraiment proposer quelque chose de complètement différent.
Et là, à l'arrière, c'est écrit The bird that drinks blood is the one that lives the longest. Donc l'oiseau qui boit du sang est celui qui vit le plus longtemps. On a un très beau jaspage comme ceci. La jaquette réversible, c'est juste, je crois, la couverture de base, peut-être avec quelques couleurs qui ont été modifiées. Là, on a le hardback, super beau. End-pages, magnifique aussi. Je sais pas pourquoi, là, le dragon me fait penser au chien volant dans l'Histoire sans fin. Me demandez pas pourquoi. Autre créature. Et celui-ci, il me semble que c'est l'histoire d'une found family, d'une quête où on a plusieurs membres de chaque espèce qui doivent s'allier pour protéger une créature en particulier. Et voilà, généralement c'est ce que j'aime, hein, ces sortes de bandes qui se créent avec une seule et même mission et qui partent en épopée. Je trouve qu'en fantasy, c'est toujours des livres qui me réussissent plutôt bien. Et les 2 derniers livres en édition collector que j'ai à vous montrer, ce sont les 2 premiers tomes de la saga Malice de John Gwynne qu'on a attendu pendant très longtemps. On était censé les recevoir, je crois, en tout cas le premier tome en avril. On les a reçus là, début de mois de juillet. Donc c'est pour vous dire que vraiment, en termes de date et d'expédition, on n'y est pas forcément super à jour, mais c'est pas grave parce qu'elles sont vraiment très très belles. En premier, on a Malice qui se présente comme ceci, et vraiment je la trouve magnifique. Donc la saga c'est The Faithful and the Fallen, je sais plus si je vous l'ai dit, très très beau, et vous allez voir on a un jaspage continu en fait entre les tomes, donc quand on aura les 4 tomes ça va vraiment être très beau. La 4e de couverture se présente comme ça, c'est écrit à l'arrière You can tell much about a man by the company he keeps, by his friends and his enemies. Donc tu peux en dire beaucoup sur un homme à partir des personnes dont il s'entoure, que ce soit ses amis ou ses ennemis. Et ça c'est le tome de Valor, voilà. Très sympa aussi, vraiment très beau. Je vous montre ensuite le sous-jaquette des 2 et les jaspages. 4e de couverture, c'est écrit sur celle-ci Should have, forget that, there is only now and what happened next. Donc j'aurais dû, oublie ça, il y a seulement maintenant et ce qui se passe ensuite. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Là, on a le jaspage continu sur ces 2 tomes qui sera donc sur les 4 tomes, je pense. Pas de jaquette réversible, mais de très beaux hardback. Ça, c'est le hardback du tome 2. Il y a vraiment un côté photoréaliste que j'aime beaucoup. End-pages. Toujours un style de dessin assez original que j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai mon amie Laura Lee qui a eu la chance de rencontrer John Gwynne et qui m'a dit que c'était vraiment quelqu'un de très 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 gentil, vraiment. Et ça me donne encore plus envie de lire ses livres parce que encore plus envie de soutenir des auteurs qui sont sympathiques, hein, très honnêtement. Là, c'est le hardback du tome 1, les end-pages de ce côté-là, les end-pages de l'autre côté, et aussi, bien évidemment, tout au long du récit, on a des illustrations, et ça, vraiment, j'adore, parce que je trouve que pour m'imaginer le récit, ça m'aide énormément. Je vais vous en trouver une, par exemple. Juste ici, belle illustration comme ça en noir et blanc. On passe au service de presse, c'est là où j'en ai le plus à vous montrer. En premier, de la part des éditions du Gros Caillou, j'ai reçu Ce qui dort sous le camélia de Claudie O. Waterworld, qui me fait trop envie. C'est l'autrice de La fille d'encre et de lumière, dont j'ai entendu que des bonnes choses, vraiment, que des super retours sur celui-ci, donc j'avais hâte de découvrir son nouveau roman, et ensuite, je ferai à reculons, je tenterai le premier après. Le résumé nous dit « Si ceux qui veulent nous intimer le silence sont furieux contre nous, ce n'est pas pour nos crimes, mais parce que nous leur avons fait le plus terrible des affronts, nous avons survécu. Elles sont 254, alignées sur les bancs des prévenus d'un procès extraordinaire, des femmes de tout âge, de tout milieu, accusées d'avoir commis le pire au cours du désastre. Parmi elles, il y a Lycène Delors. Jamais on ne la soupçonnerait du moindre crime, et c'est peut-être cela qu'on lui reproche le plus. Pour la défendre, Rim Ketani, son avocate, replonge dans ses souvenirs de cette période sombre. Elle aussi a survécu, mais le monde d'après semble encore pire. Dans ce roman, personnage profondément humain, Claudie O. Waterworld nous confronte à nos propres dilemmes. Elle décrit avec finesse la fragilité d'une société quand survient le chaos et envoûte son lecteur jusqu'au mot fin. Ça a l'air trop bien, vraiment mon genre de lecture, donc j'ai très envie de le découvrir. On enchaîne avec les services de presse manga. Glénat Manga, j'en ai reçu beaucoup. En premier, j'ai reçu les 2 nouveaux booster pack Vivre Card qu'ils ont sortis. Alors attendez que je les attrape. Je les ai déjà rangés, donc je vous les montre comme ça, puisque j'avais déjà filmé à la base cette vidéo, mais j'avais eu un souci de micro, donc c'est pour ça ils sont déjà rentrés dans le classeur que je vais vous montrer. Donc là c'était le 7 et le 8, les Vivre Cards, ce sont des petites fiches encyclopédiques sur des personnages de One Piece. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça se met dans un petit classeur que j'ai comme ça qui commence à être bien rempli. Et en fait à chaque fois vous avez les caractéristiques des personnages. Donc par exemple pour Zoro, profil masculin, navire Thousand Sunny, anniversaire le 11 novembre, âge, on a sa taille, son signe astrologique, son groupe sanguin, son origine, ce qu'il aime, sa prime, ses doubleurs. On a aussi sa première apparition, combien il mesure de Luffy, voilà, donc genre sa taille proportionnellement à celle de Luffy. J'aime bien, alors très honnêtement c'est pas à jour, hein, ça on le sait, hein, c'est mis en avant, c'est pas du tout à jour par rapport aux nouvelles informations qu'on a eues dans le manga, mais c'est pas grave, c'est plus un objet de lore un peu fun à avoir que quelque chose qui est vraiment 100% d'actualité, je le sais, ça me dérange pas. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de l'arc Freezer, je crois, de Dragon Ball d'Akira Toriyama. Alors je sais que c'est pas par celui-ci qu'il faut que je commence, il faut que je
commence par l'arc enfance de Goku, mais bon, comme il sort celui-ci, je me suis dit autant le demander en service de presse, et puis moi j'achèterai les tomes précédents ensuite. Magnifique, je trouve ça trop fun de l'avoir fait en couleur, enfin je trouve que c'est une super manière pour découvrir le manga, pour moi qui n'ai jamais lu, qui ai juste vu les épisodes, donc j'ai trop hâte de me lancer dedans quand j'aurai acheté du coup les tomes précédents, mais c'est trop cool. Ensuite, pareil, j'ai demandé le tome, mais je suis pas encore à jour, on a le tome 43 de Berserk, je crois que je suis au tome 15, un truc comme ça, mais je suis arrivée au moment fatidique. Si vous avez lu Berserk, vous savez probablement de quoi je parle, d'une scène en particulier, où j'ai eu besoin de faire un petit break. Voilà, très honnêtement, j'ai eu besoin de faire un break parce que j'ai été assez choquée par certaines choses. Je me sens prête à me remettre dedans, donc j'ai dit, je demande le tome 43 en service de presse, comme ça quand j'ai terminé Vinland Saga, je me mets à fond dans Berserk et dans Kingdom, et je me mets à jour rapidement. Et ensuite j'ai eu le petit coffret comme ça pour Hero Organization, avec au scénario Kei Saikawa et au dessin Akira Takahashi. Voilà, ça a l'air hyper sympa, ça pareil, c'est complètement mon genre de manga, je vous lis le résumé. C'est écrit: confrontés à une multitude de problèmes menaçant leur survie sur la Terre, les humains ont lancé une vaste campagne de colonisation spatiale lors de la deuxième moitié du XXIe siècle. Une centaine d'années plus tard, un nouveau péril se présente sous la forme de mystérieuses créatures appelées Starbeasts. Pour les combattre, les terriens construisent de gigantesques armures robotiques, les Aegis. Leurs pilotes, qui défendent les colonies spatiales au risque de leur vie, sont de véritables héros aux yeux du peuple. Ryu Tyler est ouvrier dans une usine de fabrication d'Aegis. Il ne roule pas sur l'or mais vit heureux en compagnie de son fils Léo. Ceci est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient un héros. Voilà, ça a l'air très bien. Il y a un peu une vibe, en tout cas dans le résumé, je trouve, avec Homme Ordinaire qui devient un héros de Kaiju numéro 8, où on a quelqu'un qui à la base est nettoyeur de scènes de massacre, qui se retrouve à devenir un Kaiju. Donc on va voir. Je pense que ça peut me plaire, et j'aime bien le côté où j'ai les 2 premiers tomes, donc je peux directement me faire quand même un bon avis sur si ça va me plaire ou pas. On enchaîne avec les poches, j'en ai reçu beaucoup. Les 3/4 sont des éditions. Ah, mais j'ai un achat, j'ai oublié de le mettre. Celui-ci c'était un achat, je l'ai mal rangé. Terra Mater, je l'ai acheté en station-service, puisque dès que je fais des road trips, des voyages où je dois m'arrêter en station-service, j'achète un poche. Voilà, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me réfréner. Et dans celui-ci, on y suit 2 amis qui sont passionnés de sport extrême et de trucs à la GeoGuessr, et ils vont décider de créer une sorte d'entreprise de jeu qui mixe un petit peu les deux, sauf qu'il y en a un des deux qui va se faire assassiner et l'autre va être soupçonné d'avoir commis ce crime, et voilà, on va suivre l'enquête autour de ce meurtre. Bon, là on passe vraiment au service de presse. On a de la part des éditions du livre de poche en Brandon Sanderson, Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires, donc il y a le tome 1 et il y a le tome 2 contre les ossements du scribe. Ça m'a permis d'avancer dans mes Brandon Sanderson. J'ai lu le tome 1, je l'ai écouté en graphique audio, c'était génial, le format graphique audio était vraiment top. On y suit un enfant qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil puisqu'il est orphelin, et ça se passe pas forcément très bien puisque là il a un peu ce don, cette malédiction de tout casser autour de lui, jusqu'au jour où il va rencontrer un vieil homme qui lui dit être son grand-père et qui lui dit qu'il est poursuivi par des bibliothécaires, des infâmes bibliothécaires qui cherchent à lui voler entre guillemets une partie de ses pouvoirs. Donc il découvre qu'il a des pouvoirs. Bam, il se passe plein de choses. C'est vraiment une saga jeunesse, mais je trouve que ça fonctionne super bien, c'est trop bien, c'est clairement une saga que je ferais lire à mes enfants et que je continuerai de lire moi-même, mais c'est trop cool, c'est fun, la narration est vraiment super puisqu'on a quelqu'un qui raconte sa vie, enfin de toute façon là je commence à vous faire mon bilan lecture maintenant, j'en parlerai dans mon bilan lecture de la narration. Et on passe au service de presse Pocket puisque j'en ai reçu beaucoup. En premier, on a un Riley Sager, celui-ci ferme bien la porte. Alors je l'ai déjà lu, ils me l'ont envoyé, je l'avais pas demandé, je pense qu'ils devaient vouloir le mettre en avant au maximum, mais moi je l'ai lu et je l'ai bien aimé, donc je pense que je le donnerai à la médiathèque puisque une de mes collègues de travail à la médiathèque aussi, en plus de travailler au restaurant. Et alors déjà elle a des super recommandations, la médiathèque du village est top, franchement elle est trop cool et elle ne fait que me recommander des super livres, et en plus elle m'a dit que c'était ok que je leur ramène des livres que moi je reçois quand je ne les veux plus, histoire de leur donner une deuxième vie. Donc voilà, celui-ci ira à la médiathèque, ou alors je le donnerai à quelqu'un si jamais j'ai quelqu'un qui est vraiment intéressé. Mais celui-ci, le résumé, c'est écrit: Jules Larsen, 25 ans, plus de petit ami, plus de travail, tombe sur une annonce suffisamment étrange pour retenir son attention. Être grassement payé pour occuper pendant 3 mois un immense appartement dans le Bartholomew, l'un des immeubles les plus célèbres de Manhattan. Ambiance luxe et gargouille au-dessus de Central Park, un rêve malgré les quelques conditions imposées, ne parler que si l'on vous adresse la parole, ne jamais discuter des résidents au dehors, ne jamais recevoir aucun visiteur. Jules y voit sa chance et décide de ne pas écouter les rumeurs de malédiction qui entourent le bâtiment, jusqu'à ce que d'étranges phénomènes viennent troubler sa sérénité et qu'Ingrid, une de ses voisines, disparaisse juste après l'avoir mis en garde. Voilà, c'était vraiment bien. Ensuite, qui était vraiment moins bien, la femme du serial killer de Alice Hunter, je vous en parlerai dans mon bilan lecture. Une femme dont le mari se fait arrêter en étant soupçonné d'être un serial killer, c'est nul. Voilà, non, il faut que je sois
honnête, c'est mon point de vue subjectif, je n'ai pas la vérité, mais j'ai vraiment trouvé que c'était mal construit. Encore une fois, un plot twist qui est impossible avec, je peux pas trop vous en dire, mais juste, c'est pas possible, voilà, de faire ce genre de plot twist, donc ça m'énerve, je ne vous le conseille pas. Et ensuite, dans la collection New Horror, donc comme celui-ci, hein, celui-ci aussi c'est un New Horror, on a Nous avons vendu nos âmes de Grady Hendrix, auteur que j'aime bien, et celui-ci nous dit Chris et Terry, à 20 ans, étaient inséparables, unis par la passion pour le rock et la conviction que leur groupe allait changer l'histoire de la musique. Des années plus tard, Terry est bien parvenu au firmament, plus qu'une star, il est une idole, vénérée par des millions de personnes. Chris, trahi, abandonné, a tout perdu et végète dans un motel minable. Quand elle apprend que Terry organise au milieu du désert un concert dantesque, elle sent qu'il est temps pour elle de se confronter à lui, de chercher réparation. En chemin, elle retrouvera les anciens membres du groupe. À travers leurs récits, leur existence fracassée, une vérité inconcevable va alors se dessiner. Terry a fait plus que les trahir, il a littéralement vendu son âme. Ce que Chris va affronter est une forme de mal qui défie la raison. Ça a l'air très bien. Ensuite, on a La fille du feu de Aurélie Wallenstein. Pareil, celui-ci est plutôt court, donc il me fait vraiment envie. Quand j'ai envie de lecture courte comme ça en été, c'est parfait. Il fait plutôt court, il fait 300 pages en fait quand même, hein. On dirait pas, mais il fait 300 pages. Mia a tout perdu, sa famille, ses amis, son foyer. La petite fille erre dans les plaines du Grand Nord, bien loin de son bush australien natal. En elle, un feu brûle, puissant et indomptable. Sous les tatouages d'animaux qui recouvrent son corps, Nathanaël cache quant à lui les cicatrices et le traumatisme lié à l'incendie qu'il a happé enfant. Le musicien est venu dans le village inuit d'Illusuak, découvrir les traditions orales qui menacent de disparaître. Son guide, Kadzo, est, sous ses dehors impassibles, marqué lui aussi par le feu. Lorsque Kadzo abat un ours affamé, les destins de ces trois êtres écorchés entrent en collision. La traque sera sans merci, le feu consumera tout sur son passage. Intriguant. Et ensuite, on a deux livres qui me parlent un petit peu moins, parce que c'est deux livres de leur collection romance. Pareil, je les avais pas demandé, mais je pense qu'ils veulent mettre en avant cette nouvelle collection qu'on a dans le label, chez Pocket, quoi. Pocket Edition, en poche. Je n'arrive plus à parler, ça y est, 36 minutes de vidéo, je n'y arrive plus. En premier, on a Lady Orgueil et Mister Préjugé de Bianca Marconero. Ils ont un petit truc de flamme à l'arrière pour indiquer le niveau de spice, et là on a une flamme, et il y a aussi les tropes, donc c'est écrit Hate to Love, Grumpy Sunshine. C'est une vérité reconnue qu'une femme épanouie n'a pas besoin d'amour. C'est du moins ce dont est convaincue Héloïse Darcy, directrice éditoriale de Pemberley Press, à laquelle elle dédie tout son temps. C'était compté sans Chantal Bingley, son amie, qui la force à partir quelques jours à Netherfield, le lieu de leurs vacances d'enfance. Plus que des souvenirs, Héloïse y retrouve la famille Bennett, dont William, l'aîné, avec qui elle préfère garder ses distances. D'autant qu'il est exactement comme dans ses souvenirs, vantard, grossier et plein de préjugés. Alors pourquoi une attirance aussi irrésistible surgit-elle chaque fois qu'ils se retrouvent proches l'un de l'autre? Voilà, bon, c'est pas du tout pour moi, mais je pense que ça pourrait plaire à ma petite sœur. En tout cas, celui-ci plaira à ma petite sœur, donc je pense que sinon ça sera pour elle. C'est Mon coloc fait son cinéma de Anatrice. Celui-ci, c'est 3 levels de spice. Alors attention, proximité forcée et small town. Cerise tient une librairie dans un petit salon balnéaire, chronique des romances et sort avec ses amis aussi délurés qu'elle. Sa routine vole en éclats le jour où elle tombe sur une paire de fesses nues dans sa chambre. Ce postérieur inattendu appartient à Esteban, le frère de sa colocataire. Monsieur est peut-être l'acteur le plus populaire de sa génération, mais Cerise ne le supporte pas. Hélas, elle doit se faire une raison, puisque le scandaleux sex symbole a décidé de passer ses vacances chez elle. Et comme si cela ne suffisait pas, le gang le plus dangereux du pays projette de faire de la comédie romantique de Cerise un romantique suspense. Eh ben, il va s'en passer des choses dans ce roman, je vous le dis. Plus que 3 et on a terminé. Celui-ci, je l'ai eu dans la box Cube, puisque j'ai été contactée par la Cube pour vous parler de la box majuscule, qui est une box dans laquelle on a un livre en grand format avec pas mal d'autres choses. La vidéo unboxing, je vous l'ai mise sur TikTok si jamais ça vous intéresse. Et il propose aussi maintenant une sélection en anglais. Donc le libraire vous choisit un livre en anglais ou en français. Et moi j'ai dit je vais tester la sélection en anglais. Donc comme d'habitude, j'ai mis un petit peu mes goûts, j'ai mis mon Goodreads, j'ai mis les livres que j'avais adorés, les livres que j'avais pas aimés, et s'il y a une vibe spécifique que vous cherchez, vous pouvez le mettre. Donc moi j'ai mis que j'aimais bien les trucs un peu creepy, j'aime bien les trucs un peu à la Haunting of Hill House, et alors là, mais le libraire m'a entendu, puisque c'est écrit I adored this. The secret history meets The Haunting of Hill House. I can't wait for people to read it. De Nicholas Binge. Et c'est Solace House de Will MacLean, couverture incroyable, un de mes gros coups de cœur de l'année. Je la trouve sublime, cette couverture. Et ça se passe à l'été 1993. On y suit un étudiant un petit peu fauché qui, pour se faire un petit peu de thunes, va participer au nettoyage de la maison qu'un homme a légué à son université. C'était un hoarder, donc c'est-à-dire l'équivalent en français, ça serait quelqu'un avec le syndrome de Diogène. Donc c'est quelqu'un qui se sent obligé en fait d'accumuler un maximum de choses. Cet homme-là était obsédé par sa mère, je crois. Oui, c'est ça, par la disparition de
sa mère et il était persuadé d'avoir découvert un endroit qui s'appelait Be Wise, une sorte d'autre royaume parallèle au nôtre. Et donc les étudiants qui nettoient cette maison vont commencer à chercher un petit peu, à fouiller dans la maison pour essayer de voir s'ils peuvent vraiment trouver un passage vers cet autre monde et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour accéder à ce passage-là. Ça a l'air trop bien, c'est vraiment totalement ma vibe, donc j'étais là, waouh! Ils plaisantent pas quand ils disent que c'est vraiment personnalisé et j'ai été vraiment hyper choquée. Je trouve que le libraire a vraiment pris le temps de prendre quelque chose qui correspondait vraiment à mes goûts. J'avais peur aussi d'avoir des doublons, très honnêtement, c'est pour ça que j'avais demandé à valider le livre avant qu'on me l'envoie pour être sûr et pas du tout un doublon, donc vraiment il a pris le temps de regarder. Et je vous mets, j'ai un lien affilié dans la barre d'infos, donc lien affilié ça veut dire que je touche une commission si jamais vous achetez la box via mon lien. Voilà. Et enfin, avant-dernier livre, on a pareil un livre que j'avais pas demandé, donc celui-ci je pense qu'il ira à la médiathèque, c'est Quand coule le sang royal, ou alors je le passerai à ma petite sœur, de Elisabeth Hart, parce que c'est pas du tout mon style. Waouh, j'ai failli m'éborgner avec. Intrigue de cour, adrénaline et romance interdite, Ruby se destinait à une vie de domestique au château, mais quand le roi Octavius meurt et lui lègue le trône, plutôt qu'à l'un de ses 4 fils légitimes, le destin de Ruby bascule. Elle va devoir affronter un royaume en crise, une famille royale bafouée et son attraction pour 2 des princes au tempérament opposé. Tout cela sans compter le tueur qui rôde au château. La future reine est en danger et ne sait plus vers qui se tourner. Le prince Rohan, son ami d'autrefois, qui semble compromis avec les rebelles, ou le ténébreux Asher, fidèle à la couronne, qui se montre aussi hargneux que protecteur à son égard. Franchement, ça a l'air d'être, honnêtement, je suis désolée, tout ce que je déteste avec le triangle amoureux, ça fera plus plaisir à ma sœur, je pense, ou à la médiathèque. Et le dernier livre, c'est For Whom the Bell Tolls de J.C. Allen. Celui-ci, je l'avais reçu dans le cadre d'un partenariat commercial avec Calix et je l'ai adoré. Franchement, j'avais un peu peur parce que c'est de la cozy romantasy et j'avais peur de pas apprécier. Au final, je trouve que cozy romantasy, ça me plaît bien plus que la romantasy classique, puisque le côté doux contrebalance les aspects de la romantasy que j'aime pas de base, et en plus je trouve que c'est un livre qui aborde plein de thématiques hyper profondes. Dans celui-ci, on y suit le personnage de Lily qui va mourir d'un cancer à 34 ans. Elle se retrouve donc envoyée dans l'au-delà, où elle va avoir la chance d'aller au paradis. Il y a plein de paradis différents, c'est ce que j'ai aimé, il y a des paradis pour chaque religion, il y a des paradis pour les athées, et elle s'emmerde quand même un petit peu, donc elle va décider d'aller voir comment ça se passe en enfer. Elle a une relation assez particulière avec les enfers du fait de la religion dans laquelle elle a grandi, donc ça c'était aussi très intéressant. Et elle va se retrouver à travailler aux enfers en tant que genre SAV, c'est-à-dire que les gens qui décident de casser un petit peu les bonbons de tout le monde, qui veulent pas juste rentrer dans les rangs et aller voir ce qu'ils ont à faire aux enfers, et bien elle s'en occupe en gros, elle leur dit où est-ce qu'ils doivent aller et quand ils sont pas respectueux, elle s'en occupe. Donc ça j'ai trouvé que c'était très cool. Il y a beaucoup de discussions très profondes qui sont amenées par rapport au rapport à la mort, surtout à la mort assez jeune, rapport à la famille aussi, au fait de pas avoir pu forcément fonder une famille, au fait de vouloir ou pas vouloir fonder une famille, le rapport à la religion, aux dérives un peu sectaires de certaines religions, enfin plein d'aspects hyper intéressants qui sont abordés avec en même temps tout ce setting tout doux et romantique et une histoire d'amour entre plusieurs personnages, un truc de found family aussi avec l'adoption, enfin bref, je trouve que c'est un livre qui était vraiment génial et c'est une lecture vraiment douce et en même temps engagée qui fait réfléchir, donc je trouve que tous ces aspects-là mis ensemble fonctionnaient bien et j'ai hâte de lire la suite puisque on a un tome qui est déjà sorti en anglais, qui est sur d'autres personnages. En fait, c'est dans le même univers, mais c'est avec d'autres personnages. Donc, vous pouvez les lire quand même en one-shot ou dans le désordre. Je pense, vous risquez peut-être de vous spoiler quelques couples, mais le prochain livre sera sur un prochain couple et j'ai vraiment trop hâte parce que j'ai passé un très bon moment. Mais voilà, c'est tout pour le book haul. Je pense qu'il va être quand même pas mal long. Moi, j'ai 45 minutes de rush, donc on va voir combien de moments où je parle un peu dans le vide, je vais pouvoir couper. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai mentionnés, que vous avez lus, aimés ou pas aimés, et quels sont les derniers achats que vous avez fait. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!